Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous accueillir en direct sur le plateau de La Voix est libre en Bourgogne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série consacrée aux maires des grandes villes de la région à l'approche des municipales de mars 2014. Et c'est le sénateur-maire de la capitale régionale qui est avec nous ce samedi. Bonjour François Rebsamen. Bonjour. Alors chacun devant sa télé peut vous poser des questions ou réagir via notre site internet bourgogne.france3.fr, notre page Facebook ou bien sûr sur Twitter, #F3 Bourgogne. François Rebsamen, on va résumer votre parcours en quelques dates. 1951, c'est la date de votre naissance à Dijon. Merci de le rappeler. En 81, au lendemain de l'élection de François Mitterrand, vous adhérez au PS après avoir été membre de la LCR. En 89, vous vous présentez pour la première fois à la mairie de Dijon. Vous échouez, mais vous devenez le premier opposant à Robert Poujade. En 95, vous devenez conseiller régional, puis en 98, conseiller général. C'est votre première victoire personnelle. En 2001, vous êtes élu maire de Dijon, réélu en 2008, date à laquelle vous êtes également élu sénateur. Vous êtes aujourd'hui le président du groupe socialiste au Sénat. C'est avec cette étiquette-là qu'on va commencer cette émission. Quelques minutes pour parler des grands dossiers nationaux. Quand vous avez eu connaissance des chiffres du chômage cette semaine, qu'est-ce que vous êtes dit ? Ouf, enfin une bonne nouvelle ? Oui, je me suis dit promesse tenue, parce que on a beaucoup brocardé le président de la République quand il avait dit qu'il arriverait à faire l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Vous êtes sûr que ça va durer ? Enfin, c'est déjà une première bonne nouvelle. Et ça me permet de dire qu'elle est amplifiée en Côte d'Or. C'est-à-dire que le chômage en Côte d'Or a reculé de 9% au mois d'octobre. 8,8. 8,8, vous avez tout à fait raison. Et donc près de 9%. Et sur un an, il a reculé. Ce qui est plus important. Légèrement, c'est vrai, 0,2%. Mais il a reculé en un an. Et notamment le chômage des jeunes, c'est très important. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut être modeste quand même. C'est une bonne nouvelle, on la prend comme une bonne nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment au niveau de l'activité. On en attend une bonne sur l'activité économique du trimestre, qui je pense va être supérieure à ce qu'on attendait. Mais pour autant, il faut continuer. Il faut continuer et ça ne sera perceptible par les gens parce que le chômage, on en parle comme ça par des statistiques, mais en réalité, c'est des Dijonnais, des Français, des Françaises qui sont dans la difficulté. Et donc, ça ne sera perceptible que quand ça s'amplifiera au cours de l'année 2014. C'est mon souhait le plus cher et c'est surtout la politique qui est menée à ça comme but. L'emploi. L'autre grand dossier actuel, c'est la fiscalité. On a annoncé une réforme de la fiscalité. Malgré tout, ce week-end, vous avez vu, il y a de nombreuses manifestations. Alors, les bonnets rouges en Bretagne, les routiers, enfin certains routiers, ceux de l'autre. Puis le Front de gauche aussi, demain, et un mouvement qui s'appelle Stop Hollande. Alors, est-ce que c'est légitime finalement de manifester contre la hausse de la fiscalité, selon vous, François Rebsamen ? Les manifestations, c'est pas moi qui vais dire que c'est pas légitime. On a le droit de manifester dans ce pays. Donc elles sont de nature différente, mais elles ont un caractère un peu corporatiste pour la plupart d'entre elles. C'est du poujadisme. J'ai dit un peu corporatiste. J'irai peut-être pas jusqu'à poujadiste, mais par certains mouvements, oui, on peut s'en rapprocher. Et si vous voulez, Nicolas Sarkozy, il avait mis 3 millions de personnes dans la rue. Pas 3 millions de personnes dans la rue aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Donc on essaie de répondre aux demandes. Mais c'est vrai qu'il y a une pression fiscale qui a atteint une limite. Et donc il y aura en 2014 une stabilisation et en 2015 une baisse des prélèvements obligatoires. C'est un engagement qui a été pris par le président de la République, comme celui sur la courbe du chômage, et donc ça sera tenu. Pour ça, il faut faire des économies. Vous parlez de François Hollande, après on va s'intéresser à Dijon. Vous parlez de François Hollande, il a l'image d'un homme qui recule, qui est un peu hésitant à l'intérieur, et à l'extérieur, on le sent assez ferme sur plusieurs dossiers, en Afrique, sur la Syrie. Comment vous expliquez, vous, cette dichotomie et cette perception, en tout cas en France, d'un président un peu mou qui hésite, qui ne sait pas trop où il va ? Il y a un vrai décalage entre l'image de François Hollande au niveau international, pas qu'en France. Il est estimé, apprécié, écouté au niveau européen et au niveau international, respecté. Et au niveau national, c'est plus compliqué, parce que il y a d'autres intervenants. Il y a bien sûr des contre-pouvoirs. Il y a le Parlement, et puis il y a les forces sociales, et puis il y a sa volonté d'apaiser la société, de remettre du dialogue, de faire un peu l'inverse de ce que faisait Nicolas Sarkozy. Ça prend du temps, et je pense qu'il va y arriver. Il n'est pas du tout, c'est pas du tout quelqu'un qui hésite à prendre des décisions. Je sais pas, je cherche une image. Pour moi, François Hollande, c'est un galet. Oui, il est dur à l'intérieur, beaucoup plus qu'on ne le croit, beaucoup plus. Il peut même être cassant.
presque autoritaire certaines fois. Donc c'est une image tout à fait contraire. Je parle de son caractère. Mais en même temps, il a cette volonté d'écoute, d'apaisement et de trouver la voie qui permette à tout le monde la voie du compromis. Et je pense que c'est une bonne chose à réhabiliter le compromis dans notre pays. Donc vous pariez toujours sur sa réélection? Oh, j'en suis pas là, mais... je vous ai entendu le dire. Oui, mais il y a 3 ans, on a 3 ans et demi. Il faut surtout que la droite se fasse à l'idée qu'on a encore 3 ans et demi et que c'est au bout de 5 ans qu'on jugera la politique de François Hollande. 3 ans et demi, toujours avec Jean-Marc Ayrault à la tête du gouvernement. Ça ne dépend que du président de la République, que de lui. En tout cas, vous feriez un très bon ministre, me dit quelqu'un là à l'instant sur Internet. C'est sympathique. J'ai refusé d'être ministre parce que j'ai choisi Dijon. On va y venir justement. Alors, Dijon, vous êtes toujours candidat pour un 3e mandat? Oui. Ce sera le dernier? Oui, ce sera le dernier. Oui. Si vous êtes élu, vous serez maire jusqu'au bout, donc? Oui, jusqu'en 2020? Oui, bien sûr. Parce que tout le monde se pose une question. Je vais vous poser celle de Robert sur Internet. Monsieur Rebsamen, si vous êtes réélu maire de Dijon en mars 2014 et peu de temps après on vous propose de devenir ministre de l'Intérieur, quelle sera votre décision? Mais j'attends déjà qu'on me propose d'être ministre de l'Intérieur. On vous l'a proposé? Et puis non, on m'a jamais proposé d'être ministre de l'Intérieur. Et on m'avait proposé d'autres postes, mais pas celui-là. C'est vrai. Et puis, moi, je suis respectueux des échéances. Je suis candidat à être maire de Dijon, à nouveau. Et donc, je vais respecter les échéances. C'est fort sympathique, la personne qui vous demande ça. Mais déjà, il faut être réélu et il ne faut pas brûler les étapes. Et donc, il faut être respectueux du suffrage universel. Et puis ensuite, je prends l'engagement d'être ministre jusqu'en 2020. Ça, c'est ce que rêvent ou ce que pensent certains. En réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. Je prends l'engagement, moi, d'assumer mon mandat de maire jusqu'en 2020. Voilà. Vous êtes candidat aussi au sénatorial l'an prochain? Je serai éventuellement candidat au sénatorial. Je ne sais pas, on verra. Oui, a priori. Vous avez entendu François Patria cette semaine, le président de région qui lance sa propre liste contre, on imagine, la vôtre? Oui. C'est le divorce entre deux amis de 30 ans? Non, on a des relations amicales avec François Patria. Il y a un peu de l'eau dans le gaz, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, on verra. Il faut prendre les échéances les unes après les autres. Non, ce qui m'a juste fait sourire, c'est le terme une candidature défensive. Je connaissais beaucoup de termes de candidature, une candidature de gauche, une candidature de rassemblement, mais candidature défensive, ça je connaissais pas. Mais moi, je dis ça avec humour. Allez, venons-en à votre bilan, à la tête de la mairie de Dijon. Alors qu'on l'approuve ou non, c'est vrai, la ville a beaucoup changé depuis votre arrivée. En quelques mots, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Et est-ce que vous reconnaissez des erreurs aussi? Oui, d'abord, je ne suis pas le seul à avoir agi, c'est moi et mon équipe. Donc c'est une équipe aussi municipale, j'ai des adjoints de grande qualité. Oui, je suis relativement heureux de ce qu'on a fait pour améliorer la vie des habitants, pour permettre à cette ville de retrouver une attractivité qu'elle était en train de perdre, pour s'être développée, pour être rayonnante, pour être douce à vivre. Oui, j'en suis fier. Mais les Dijonnais en sont fiers. D'abord, c'est leur slogan, vous le savez, ils sont fiers d'être Dijonnais. Et donc, je crois qu'il y a une fierté de cette ville. Et ça, c'est quelque chose de formidable, d'être fier de sa ville, de la trouver belle, de la faire visiter, de la montrer. Il suffit de voir les Dijonnais quand ils reçoivent des habitants d'autres villes, des touristes, comment ils montrent leur ville. Ils ont une fierté de la ville. Et ça aide un maire. Ça m'a aidé beaucoup. Le changement le plus visible de ce deuxième mandat, ça aura été bien sûr l'arrivée du tramway. Le calendrier a été parfaitement maîtrisé. Tout le monde a oublié un peu les galères des travaux. Oui, tant mieux. Mais il y a toujours d'autres critiques, comme l'asphyxie organisée pour les automobilistes, disent-ils. Alors, je vous propose d'écouter à ce sujet l'un des candidats à votre succession. Il s'agit du sénateur UMP Alain Houpert. On y revient après. Dijon est thrombosé et quand un tissu est thrombosé en médecine, il se nécrose. Donc Dijon est embolisé, bouchonné, et il est important de restaurer les flux. Je pense que François Rebsamen me répondra que s'il y a des bouchons, c'est parce qu'il y a d'activité. Moi, je réponds que c'est parce qu'on a diminué les flux, on a rétréci les flux. Il est important, pour qu'il y ait de la vie, que les flux grandissent. La vie, c'est des flux. C'est des flux d'habitants, c'est des flux de liens. C'est du lien entre les habitants. Il faut que les gens puissent se déplacer d'un endroit à l'autre, quels que soient les moyens, à pied, à vélo, en voiture, en bus, en tramway. Il est important de faciliter les transports pour que les gens se mettent en lien. Et c'est ça qui est important. Et je souhaite qu'il me donne une réponse si ces flux, si ces liens lui correspondent, s'il se reconnaît dans cette diminution des flux.
Alors, en clair, Alain Houpert estime que le tramway a amené plus de difficultés de circulation à Dijon. Ça, vous l'assumez? Vous avez traduit sa question, parce que j'avouerais que je n'ai pas bien compris. Disons que je l'ai le sens. résumé. Merci de m'éclairer, parce que sinon j'aurais pas su quoi vous répondre. J'inviterai le candidat UMP, le maire de Salive, je l'inviterai à regarder des photos de ce qu'était la thrombose avant 2001. J'ai des photos formidables de la place d'Arcy avec, comment dit-il, des flux, avec des flux bloqués. Mais c'était 4 voies bloquées, 8 voies bloquées. Donc, je voudrais ajouter, quand on est candidat, il faut aimer la ville dans laquelle on est candidat. Il faut arrêter de la dénigrer. Il faut l'aimer, il faut la porter. Dijon est une belle ville. Et il faut aimer sa ville. Il aime peut-être son village, mais il faut aimer sa ville. Il faut arrêter de critiquer. On ne peut pas être élu si on critique une ville. On arrive dans une ville, surtout qu'une ville comme Dijon, c'est aussi belle qu'elle est, avec des habitants qui sont contents d'y vivre. Donc vous pensez que, parce qu'on a d'autres questions sur Internet sur le même sujet, notamment Christophe, là à l'instant, vous pensez que la circulation, ça se déroule comme vous l'aviez imaginé avec l'arrivée du tramway? Mais écoutez, franchement, l'activité économique, elle est à Dijon. Les habitants, beaucoup d'habitants viennent travailler à Dijon. 40% des emplois, je crois, sur toute la région, voilà, sont dans la zone de Dijon. Donc, que ça soit la vallée de l'Ouche, la plaine de la Saône, ils viennent en voiture. Donc, on a essayé, on fait des parkings relais, il y a des trams, mais il y a des gens qui viennent en voiture. Aujourd'hui, il n'y a pas la Lino. On va avoir réussi la Lino. C'était quand même. Mais oui, elle va être ouverte. Le problème, c'est qu'elle devait être ouverte en même temps que le tram. Or, elle a pris du retard, elle. Ou peut-être le tram a-t-il été vite. Un peu en avance. Vous avez vu que les experts de Rio de Janeiro sont venus voir comment on a réussi le tram. C'est formidable pour une ville comme Dijon de pouvoir se montrer comme ça. Et donc, j'avoue que je ne comprends pas bien la rhétorique du candidat UMP. Avant de reparler de la Lino là, que vous venez d'évoquer, 2 questions, notamment une sur Facebook et sur Internet, par rapport à Divia, puisqu'on parlait du tramway. Il y a ce conflit qui dure depuis des semaines et des semaines, le samedi, qui devient maintenant impopulaire, nous dit Dany 2189. Est-ce que vous pensez intervenir dans ce conflit? Je suis intervenu. Oui, c'est impopulaire. Oui, c'est vrai. C'est pas acceptable, je le dis aux salariés qui font grève. Vous savez, il y a eu un accord d'entreprise. Il a été signé par une organisation syndicale, la CFDT. C'est une augmentation de salaire et une prime qui a été votée. La CGT et FO de Divia avaient 3 jours pour dénoncer cet accord. Ils ne l'ont pas dénoncé. Ils avaient la possibilité de le dénoncer. Ils ne l'ont pas dénoncé. Et le lendemain, ils ont déposé un préavis de grève d'1 an pour le samedi. Donc moi, j'ai demandé à la direction, ça va se passer lundi, de faire des nouvelles propositions, de rouvrir le dialogue avec les salariés de la CGT et de FO qui sont en grève. Alors, c'est pas une grève totale. On pourrait dire que c'est une grève perlée. Elle touche surtout les bus de la périphérie, mais c'est très gênant pour les habitants et c'est très gênant pour moi. Donc, j'ai demandé à la direction de rouvrir les négociations. On aura une réponse lundi. Donc, après, on prendra des décisions en fonction de la réponse qui sera donnée. J'espère vraiment que les salariés qui sont bien traités à Divia, et qui ont des salaires parmi les plus élevés de France de Keolis, qui sont respectés, pour lesquels il y a du dialogue social. J'espère vraiment qu'ils vont entendre la proposition. Et on verra ça lundi. La Lino, donc cette fameuse, c'est la suite en gros de la Rocade Est qui va aller jusqu'à l'autoroute A38. Alors elle va ouvrir quand? Avant les élections municipales? Non, on m'a dit avant. C'est l'État qui pilote, et donc je pense qu'elle sera ouverte début février, d'après ce qu'on m'a dit. Je crois qu'il y a une période de ce qu'on appelle un essai à blanc, parce qu'il y a un tunnel. Enfin, elle est terminée. Elle va être terminée dans un mois et demi, et donc elle va désengorger aussi le centre-ville. Toutes ces voitures de transit qui n'ont pas à passer par le centre-ville ou qui prennent le boulevard périphérique, qu'on appelle boulevard périphérique et qui est devenu une allée centrale, quasiment une autoroute urbaine. Donc ça va se décaler et donc ça va faciliter la circulation et sûrement, comment dit-il, les flux. Allez, à ce propos, je vous propose d'écouter un habitant de Dijon qui a beaucoup d'humour, vous allez le voir. Il est rencontré cette semaine par Arnaud Lefebvre et Daniel Vaccin. C'est pas mal, la Lino, ça sera pas mal. Ça va dégorger tout, Plombières, tout, des aussi, hein. Ouais, oui. Oui, derrière, là-bas, oui. Ouais, surtout le boulevard. Hein. Bon, là, c'est pas mal, mais c'est dommage qu'ils ont foutu ce radar tronçon sur la Lino. Je serais le maire, je mets pas de radar sur la Lino. Ça, c'est clair et net. Hein. Oui, mais il y en a partout. On fait 100 mètres, il y a un radar. Hein. Bientôt, on va en avoir un tous les 10 mètres. Alors, faut pas exagérer. Hein.
Alors François Rebsamen, vous êtes le responsable de la mise en place de ce radar tronçon sur la Lino? Non, je ne sais pas de me décharger de ma responsabilité quand j'en ai directement. C'est l'État qui assure la sécurité routière. C'est pas le maire de Dijon et ni le président de l'agglomération. Mais j'ai demandé à ce que la vitesse soit limitée, moi. J'ai demandé à ce que ça soit pas à 110 km/h et qu'on ait une vitesse limitée. Moi, je serais même pour aller à 70 km/h. Je crois que ça va finalement être 90 km/h sur cette portion-là. Et donc, voilà. Alors, parce que c'est dangereux? Oui, de toute façon, la vitesse, trop de vitesse, alors moi je ne suis pas pour des limitations excessives, mais sur cette rocade, des fois c'est dangereux, oui, à 110 km/h, je trouve. Rapidement, pour finir sur les infrastructures, François Sauvadet a annoncé qu'il allait arrêter de financer l'aéroport. Il y aura bientôt plus d'avions militaires. En tant que maire de Dijon, est-ce que vous souhaitez toujours maintenir un aéroport à Dijon? Est-ce que c'est vraiment la peine? Écoutez, vous savez que la région, puisque c'est elle qui est pilote en la matière, a lancé une délégation de service public. Moi, je pense que pour vous êtes Dijon... partie prenante quand même en tant que cofinanceur. Oui, mais j'attends le résultat de cette délégation de service public pour voir les réponses qui seront faites, pour voir le coût par rapport aux services rendus. Moi, je souhaite que Dijon soit relié avec quelques grandes villes françaises où la liaison ferroviaire n'est pas suffisante. Je pense à Toulouse, je pense à Bordeaux. Ce qui se passe actuellement, quoi. Éventuellement à Nice. Et puis, je souhaite qu'on maintienne l'aviation d'affaires, qui est très importante et qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc, on verra en fonction, mais ça sera un débat public, en fonction des réponses qui seront faites, s'il y a des réponses, la décision qu'on pourra prendre au 1er juin 2014, puisqu'il y a une convention jusqu'au 1er juin 2014. Alors, il y a beaucoup de grogne ces derniers temps chez les commerçants, en tout cas chez certains d'entre eux. Oui. Il y a de l'inquiétude pour la vitalité du centre-ville. Écoutez les réflexions et questionnements de ces Dijonnais. Au niveau de la Toison d'Or, c'est très beau ce qu'ils ont fait, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, j'ai bien peur que le centre-ville en pâtisse, hein. Parce que moi, personnellement, je travaille aux Galeries Lafayette et je peux vous dire qu'en ce moment, les clients ne se battent pas, hein. Je suis originaire de Dijon, j'ai fait un petit passage à Strasbourg et c'est vrai que Strasbourg est vraiment très piéton, très en avance là-dessus. Et c'est vrai que, étant commerçant en centre-ville, je pense que plus de rues piétonnes, c'est plus sympa comme ville. Donc, à Caen, plus de rues piétonnes. Bon, alors plusieurs questions. La Toison d'Or, d'abord, on va voir les images impressionnantes de la foule lors de l'inauguration de l'extension. Est-ce que ça va être fatal au centre-ville? C'est ce que craignent les commerçants? Non, pas tous d'abord. Pas tous. Pas tous. Il y en a qui font de très bonnes affaires, tant mieux pour eux, qui travaillent très bien. Et la piétonisation apporte beaucoup de monde au centre-ville. Je conseille, par exemple, d'aller voir cet après-midi. En plus, il y a les illuminations. Le centre-ville, c'est essentiel, c'est indispensable. Alors après, il y a aussi, je m'excuse, ils n'aiment pas quand je dis ça, les commerçants, mais il y a aussi la qualité des commerces. Et puis, il y a aussi la qualité de l'accueil. Et puis, il y a aussi les heures d'ouverture. Il y a encore des commerçants qui sont fermés entre midi et 2 heures. Donc, ça, vous le dites depuis des années. Mais oui, mais je ne suis pas le seul à dire, la CCI le dit. Et puis, ils se sont regroupés dans une association qui s'appelle Shopping Dijon, qui fonctionne très bien, sous l'impulsion de mon adjointe Nathalie Kunders. Et ils travaillent ensemble. On fait des animations au centre-ville. Il y a beaucoup de monde au centre-ville. Après, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Mais le centre-ville, il va pas périr. C'est le premier pôle d'emploi de l'agglomération. C'est une chance formidable. C'est une belle ville. Il y a des touristes. Le musée des Beaux-Arts ramène du monde. Il y a eu 100 000 visiteurs, on pourra dire, à la fin de l'année, entre septembre et la fin de l'année. Donc voilà. Non, c'est une vraie chance. Alors après, je connais des commerçants qui font des chiffres d'affaires. Tant mieux pour eux. Absolument formidable. Vous parliez de la rue des Gaudrans, regardez comment la piétonisation a pu apporter de l'activité. Voilà, donc on va continuer à gérer tout ça. La Toison d'Or, elle a cette capacité d'attirer très loin. De l'Alsace même, me disait-on. Et ça a des répercussions aussi sur le reste? Après, c'est aussi aux commerçants du centre-ville, à travers Shopping Dijon, d'attirer ceux qui vont à la Toison d'Or et qui viennent en voiture pour qu'ils prennent le tram pour venir au centre-ville. Et donc, il y a un aller-retour. Mais bien sûr que ça va profiter au centre-ville aussi. Vous parliez de l'association Shopping Dijon. Il y en a une deuxième qui s'est créée, Cœur de Ville, avec à sa tête monsieur Nicolas Vérel. Votre adjointe, justement, Nathalie Kunders, a dit que c'était une association politique. Vous faites la même analyse? Oh, j'ai juste remarqué que c'était l'assistant du groupe UMP à la région, mais bon, après tout, qu'il y ait plein d'associations qui veulent le développement de Dijon, c'est très bien, surtout quand c'est des vraies associations.
Silver, pensez-vous que les petits commerçants placés sur le parcours du tramway vont voter pour la personne qui a fait augmenter leur taxe terrasse de 300%? Est-ce qu'ils vont voter pour? Il n'y a pas d'augmentation de taxe de 300%. Ça, c'est définitivement résolu, ce problème de taxe sur oui, les ça a été terrasses? signé avec l'Union des commerçants, des industries, des cafetiers, des hôteliers. Oui, avec l'UMI, ça se passe bien. Ça se passe bien, vous savez. On a baissé, contrairement à ce qui se dit, on a baissé la taxe dans les quartiers et on l'a augmentée dans le centre-ville, dans l'hypercentre. Place de la Libération, je ne connais pas un commerçant qui se plaigne des terrasses, hein, ni du tarif qu'il paye. Le logement, ça c'était aussi un grand axe de votre politique avec le PLU, hein, qui avait été signé en 2010, oui, si je me souviens bien. Oui. C'était quoi? C'était 1000 logements par an. Oui. On parle de bétonnage, enfin certains parlent de bétonnage. Vous bétonnez la ville, Monsieur Rebsamen? À cet instant, j'ai préféré être avec vous que d'inaugurer, donc c'est mes adjoints qui le font, le jardin de l'Arsenal. C'est 5000 m² de jardin, donc on a créé beaucoup de jardins. Je ferai le bilan le moment venu. On a créé des espaces verts. Dijon est une ville où il y a beaucoup d'espaces verts. Et donc, ceux qui parlent de bétonnage sont souvent ceux qui vendent leur propre maison pour permettre la construction de logements. Et même des UMP qui font ça. Vous voyez, même des élus UMP. Donc, vous ne direz pas qui, bien sûr. Hein, non, mais c'est le travail des journalistes de voir qui c'est. Une quinzaine d'écoquartiers, 14, 15, je n'ai plus le chiffre en tête, excusez-moi, mais c'était quoi votre but vraiment? C'était de faire baisser le prix de l'immobilier, parce qu'il est quand même assez élevé encore, hein, 2100 € je crois le mètre carré en moyenne. Il est encore trop élevé, parce qu'il y a quand même un équilibre de l'offre et de la demande. On a encore près de 8000 demandes de logements non satisfaites. Il y a sûrement des doubles comptes dedans. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont à la rue, des gens qui veulent changer. Il faut du mouvement, de la mobilité dans une ville. Et donc, on construit des logements. Mais il y a tellement de retard. Quand on aura construit suffisamment de logements, eh bien, les prix baisseront. Et on fait attention à ce que la production aujourd'hui corresponde aux capacités. On développe beaucoup l'accession sociale au logement. Je le dis aux jeunes couples, par exemple, avec la possibilité, c'est un nouveau produit qu'on va mettre en place, avec la possibilité, en payant 15 ans de loyer, d'être propriétaire au bout de ces 15 ans. Donc, il faut favoriser tout ce qu'on appelle le parcours résidentiel, le logement locatif à loyer modéré, l'accession sociale à la propriété et puis l'accession libre. Celle-là, certaines fois, c'est vrai qu'elle est très élevée, trop élevée. Le but, c'était aussi d'atteindre les 160 000 habitants en 2020. C'est vraiment un but, ça. Et puis, ça apporte quoi, finalement, d'avoir plus d'habitants? Ça permet d'ouvrir des écoles. Vous savez, il y a une espèce de cercle vertueux. On m'avait dit que la population baisserait sous mes mandats. Non, elle a augmenté. Mais elle augmente de manière raisonnable. Donc, il y a plus de jeunes, il y a plus d'activités. Relativement stable, quand même. Bon, on est à 150... 5000. Mais ça va continuer à monter progressivement. On ouvre des écoles, il y a plus d'activités économiques. Ça fait marcher le commerce. Quand il y a de moins en moins de monde, ça dépérit. C'est un cercle vicieux. Nous, on préfère le cercle vertueux. Alors, vous avez décidé aussi comment dirais-je, d'intégrer la campagne à la ville en rachetant un domaine, le domaine de l'Acra, qui est à cheval sur les communes de Dijon, Plombières et Corcelles-les-Monts, 160 hectares. Pas de rentabilité voulue, là, c'est 1,3 million. C'est quoi vraiment la philosophie du projet? Je veux préserver ce poumon vert de l'agglomération et de la ville de Dijon. Ça prendrait 3 minutes. Quand le chanoine Kir a fait son lac, parce qu'il reste ça, le lac du chanoine, et bravo au chanoine, quand le chanoine Kir a fait son lac, il y a 3 quartiers qui devaient être créés. La Fontaine Douche, il s'est créé. Le Belvédère à Talent, il s'est créé. Et le plateau de l'Acra. Et le plateau de l'Acra. Et mon prédécesseur, Robert Poujade, me disait souvent, ça sera le dernier espace à urbaniser de la ville de Dijon. Mais moi, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'on urbanise cet espace. Je souhaite montrer que la ville, elle préserve aussi les terres agricoles. Vous savez, il faut plutôt recoudre la ville sur elle-même, faire comme on fait Avenue du Drapeau, les gens peuvent le voir, construire dans les dents creuses, ce qu'on appelle dans les dents creuses, c'est-à-dire dans les petits espaces, faire des logements agréables, plutôt que de s'étaler, parce qu'on doit préserver les terres agricoles. Et là, on les préserve. Et on permet même à un domaine viticole de s'étendre. Et puis, on va travailler avec la Chambre d'agriculture. Et puis, ça me permet de montrer à ceux qui critiquent toujours la ville, que la ville, elle est aussi protectrice des terres agricoles.
Donc un domaine viticole qui va s'agrandir, ça permettra d'avoir 2000 bouteilles par an en plus pour le Grand Dijon. Oui, 2000 bouteilles, ça servira à accueillir nos invités et sûrement à servir du blanc cassis. Allez, avant la pause, on va commencer à parler d'économie. Oui. Avec, pour commencer, une remarque et une question d'un autre candidat, Édouard Cavin, qui sera la tête de liste du Front National à Dijon. Monsieur Rebsamen, en tant que responsable politique sur le plan local comme sur le plan national, vous n'êtes pas sans savoir que votre politique nationale impacte de façon dramatique la situation dijonnaise, en votant des lois qui sans arrêt augmentent les taxes, etc. Que comptez-vous faire pour l'économie dijonnaise ? On fait beaucoup de choses pour l'économie dijonnaise. D'ailleurs, les entrepreneurs à Dijon, les chefs d'entreprise sont satisfaits du dynamisme de la ville. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Bien sûr, la crise européenne. La commande publique a été très importante aussi pour soutenir l'activité. Elle permet de passer les moments les plus difficiles. Je peux vous assurer que tous les Dijonnais le voient. Il suffit de se promener dans la ville pour voir tous les chantiers qui sont aujourd'hui ouverts, les entreprises du bâtiment, des travaux publics, les secteurs des services. Tout ça fait l'activité. Alors on la soutient le plus possible. Ça va continuer. Bien sûr, ça va continuer. Il faut continuer. Parce que c'est de l'emploi derrière. C'est toujours l'emploi qui est la clé de tout cela. Et puis, on travaille pour implanter de nouvelles entreprises. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de création d'entreprises sur Dijon ne connaissent pas la réalité économique. Alors maintenant, c'est plus des grandes unités comme avant. Mais j'étais l'autre jour chez JTEC sur l'agglomération à Chevigny. On voit bien combien... moi, je m'intéresse à l'activité économique. Je rencontre les chefs d'entreprise. Je les pousse à investir. Urgo qui se développe, Plasto qui fait une nouvelle chaîne de montage. Donc on a des secteurs qui fonctionnent très bien. Le patron de la chocolaterie de Bourgogne qui relance une activité. Voilà. Alors il y a aussi des problèmes industriels. Hier, il y avait Parker. Alors justement, Parker, vous avez participé à la table ronde hier. J'avais demandé au préfet de l'organiser, oui, alors, après avoir reçu les salariés. Pour tous les téléspectateurs, on peut rappeler qu'il y a 81 emplois qui seraient supprimés, puisqu'il y a une délocalisation partielle en Pologne. Ça sert à quoi ce genre de table ronde, sinon à donner de l'espoir aux salariés? Est-ce que c'est vraiment, il peut en ressortir quelque chose? Je crois qu'hier, il en est ressorti quelque chose. D'abord, ça montre aux salariés auxquels il faut penser d'abord qu'on se préoccupe de leur sort, de leur avenir. Mais avant de discuter du plan social d'entreprise, parce que le plan social d'entreprise, c'est les conditions soit de réindustrialisation, soit de départ en licenciement économique, avec un montant à discuter. Mais avant, on a voulu hier prouver au directeur des ressources humaines de Parker que son plan était faux, mauvais. Et moi, je lui ai dit ce que je pensais. Il faut qu'il revoie sa copie. Et la copie n'est pas juste. Et j'ai été soutenu énormément. Ils connaissent le dossier mieux que moi et mieux que tout le monde par les organisations syndicales, dont la responsabilité est étonnante dans cette affaire. Parce que voilà, on demande, vous vous rendez compte qu'on demande quasiment à des salariés d'aller former ceux qui vont les remplacer en République tchèque ou en Pologne, si c'est le cas de TRW. C'est incroyable, c'est de la provocation. Ces patrons sont en réalité que des financiers. Ils pensent qu'à faire monter la bourse. Donc il faut vraiment se battre avec les salariés. Et le maire a encore du poids. Sans leur donner de faux espoirs. Mais là, il y a un vrai espoir, en tous les cas, de montrer aux patrons qu'ils se plantent, j'allais dire. Oui, ils se plantent de projets économiques et qui font des erreurs très graves. Et vous avez encore du poids. Vous essayez en tout cas. Oui, je crois, mais on renverse pas comme ça d'un coup de baguette magique. Je fais pas croire aux salariés que je peux tout, je peux pas grand-chose, je peux les soutenir, les aider, les accompagner. Allez, on s'interrompt quelques minutes pour le flash régional de la mi-journée. On se retrouve dans 5 minutes, donc place à Elsa Bezin. À tout de suite.